Europe 1 Soir Week-end, 18h-19h, Guillaume Lariche. Précisément 18h18. Bonsoir à monsieur David Cormand, député européen Les Verts Alliance Libre Européenne et candidat aux européennes et numéro 2 sur les listes menées par Marie Toussaint. Bonsoir monsieur Cormand. Alors on discutait avant en antenne tous les deux et je vous disais donc que votre liste était de 5% créditée pour les prochaines élections européennes et vous m'avez dit non, entre 5 et 7%. Vous y tenez aux 7%. Écoutez, oui, puis même au-delà, vous savez, c'est toujours ce qui est un peu frustrant avec l'affaire des sondages, c'est que je trouve qu'ils prennent beaucoup de place dans les commentaires de la vie politique. Alors évidemment, quand on a des bons sondages, ça dérange moins quand on en a des moins bons, mais au-delà de ça, je me demande dans quelle mesure les gens, les citoyens, quand entendent ces histoires de sondages, se disent ça sert à rien que j'aille voter, apparemment on sait déjà qui va gagner, qui va perdre, et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, il y a une élection, vous savez, les élections c'est précieux, là on parle de l'Union Européenne, c'est une fois tous les 5 ans, un seul tour, le 9 juin en France, où on peut donner son avis, et contrairement aux autres élections, celle-ci elle est à la proportionnelle, donc on peut vraiment se faire plaisir et choisir ce qu'on préfère parmi toutes les listes. En un mot, vous seriez contre justement les sondages, vous préfériez qu'il n'y en ait pas ? Je me pose la question, parce que on va me dire oui, mais quand même, c'est quelque chose, on a le droit d'avoir l'information, mais je me pose vraiment la question si ce serait pas sain que un mois avant le vrai vote, on dise écoutez, on arrête avec les sondages et on parle vraiment du fond des différents projets ou quoi. Alors, David Cormand, député Les Verts, tout le monde est d'accord pour plus d'écologie, notamment de coller à l'ambition de l'Union Européenne, enfin dans l'esprit a priori, d'être le premier continent neutre pour le climat. C'est l'idée, si je ne me trompe, du pacte vert. Je rappelle que l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 90. Votre parti craint au contraire de ce pacte vert un pacte brun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, parce que vous me lanciez en disant tout le monde est pour l'écologie. Je me permettais de réagir, mais en vrai, dans l'absolu, tout le monde préfère un océan sans plastique, avec des poissons. Tout le monde préfère des forêts qui ne brûlent pas. Ça, c'est autre chose. Tout le monde préfère un environnement préservé, un air sain, etc. Mais quand vous voulez prendre des décisions politiques qui permettent d'accéder à cet objectif, c'est là que ça devient plus du tout consensuel. Et on voit bien, surtout au Parlement européen, au niveau européen, qu'après cette idée de pacte vert, vous savez, le pacte vert, c'est ce qu'on a lancé il y a 5 ans, après les dernières élections européennes, en 2019, parce qu'il y avait eu un gros vote pour les Verts, d'ailleurs, à l'époque, et beaucoup de manifestations pour le climat. Et donc, on avait lancé plein de règles européennes, de lois européennes pour faire avancer l'écologie. Et au fur et à mesure, on a vu qu'il y a une volonté politique de beaucoup de groupes politiques, notamment à l'extrême droite et à la droite de l'hémicycle, pour dire écoutez, l'écologie, ça commence à bien faire, ça emmerde les gens, et puis ça empêche notre économie, etc., etc. Et donc, on a vu le pacte vert se transformer, entre guillemets, en pacte brun. Et quand j'utilise le terme de pacte brun, je fais référence au brun du pétrole, mais je fais aussi référence au brun des idées. Parce qu'on voit aussi qu'il y a de plus en plus en Europe des idéologies qui poussent au rejet de l'autre, qui font référence à une nostalgie d'époque plutôt sombre. Et donc c'est ça un peu le moment politique de mon point de vue dans lequel on est. C'est qu'est-ce qu'on choisit comme orientation. Mais il y a quand même des mesures contraignantes pour les États pour y arriver à cette fameuse neutralité. Alors contraignantes, oui. Vous avez raison. Quand on fait des règles, c'est entre guillemets pour contraindre. Mais j'ai envie de vous dire qu'un monde où il n'y a plus de possibilité de vivre avec un air qui est pas pollué, une eau qui est pas polluée. Je sais pas si vous avez vu l'étude qui est sortie sur les 400 molécules chimiques qui sont dans les eaux souterraines françaises. Ça aussi, c'est une contrainte. Et donc, j'ai envie de vous dire, quelle contrainte on choisit ? Est-ce qu'on choisit la contrainte d'un monde inhabitable ou la contrainte de règles, surtout pour les plus puissants, pour les entreprises qui font du profit sur la destruction de la nature, pour continuer à vivre sur une planète habitable. Et ça sert à ça, la loi. La loi, ça sert à protéger les citoyens contre des intérêts privés. Donc c'est ce type de contrainte dont on parle, nous les écologistes. C'est pas une contrainte pour les kidam, c'est une contrainte pour les multinationales qui, encore une fois, spéculent sur l'utilisation de la nature. David Cormand, les écologistes ne parlent pas que d'écologie. On va parler justement plus largement de l'Europe avec l'élargissement européenne. Emmanuel Macron va être en Allemagne de demain jusqu'à mardi. Première visite d'État pour le chef d'État depuis au moins un quart de siècle. C'était à l'époque de Jacques Chirac, la dernière fois où un chef d'État est allé en Allemagne de façon officielle pour une visite d'État. Arrêtons-nous donc sur l'élargissement potentiel de l'Europe. 9 pays sont officiellement candidats pour rejoindre les 27. La Géorgie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, la Turquie, l'Ukraine. Est-ce que l'UE a les moyens de s'élargir ? Doit-elle le faire ? Ça, c'est une belle question parce que quand on parle de l'Union européenne, de comment elle est née, de son ambition, vous savez, l'Union européenne, d'abord, il y a eu ce qu'on appelle le rêve du Rhin. C'est réconcilier
la France et l'Allemagne. Donc c'était de réconcilier autour de ce fleuve des pays qui s'étaient fait la guerre pendant des siècles. Et puis après la chute du mur, au début des années 2000, il y a eu le rêve du fleuve Oder pour s'élargir, mais se réunir, j'ai plus envie de dire qu'élargir, se réunir avec les pays de l'ancien bloc de l'Est. Et là aujourd'hui, il y a le rêve du Dniepr, le fleuve qui coule en Ukraine. Et donc moi, quand je regarde ces pays, ces habitants de ces pays qui agitent le drapeau européen, en disant nous voulons vous rejoindre, nous voulons nous unir avec vous pour avoir accès à la liberté, à un certain nombre de valeurs, ça me touche. Et puis il y a un autre aspect que j'appellerais l'intégration européenne. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui on est 27, plus on ajoute de pays avec la règle de l'unanimité au niveau du Conseil pour prendre des décisions, plus vous voyez bien que c'est compliqué. Et donc je pense qu'on a une double exigence de renforcer la démocratie européenne, peut-être en sortant de la règle de l'unanimité pour pouvoir avancer sur des règles et des règles bénéfiques qui soient ambitieuses, et aussi de ne pas tourner le dos aux pays qui veulent rejoindre cette grande aventure européenne. Donc il faut concilier les deux. Alors, on parlait des États qui pourraient venir rejoindre l'Europe. Parlons d'un autre État, en tout cas, qui a été reconnu par la Norvège, l'Espagne et l'Irlande cette semaine, qui est en voie d'être reconnu, c'est l'État de la Palestine. Les Verts ont quel avis sur la Palestine par rapport justement à ce qui se passe actuellement entre Israël et la bande de Gaza? Sur la question précise que vous me posez, les Verts ont historiquement une position qui est la même, c'est la reconnaissance d'un État palestinien et le droit pour cet État, la Palestine, et pour Israël, à l'autodétermination et à la sécurité. À l'autodétermination et à la sécurité. Donc deux États. Et donc deux États avec leur même capacité avec une autorité internationale qui garantisse pour ces deux États, la Palestine bien sûr, mais aussi Israël, à l'autodétermination et à la sécurité. Tous les États ont le droit à la sécurité. C'est ça notre position historique et je pense qu'il faut s'appuyer sur ce socle pour sortir de la situation qui aujourd'hui est atroce et ce que vit le peuple palestinien. Et justement, j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Les troupes israéliennes qui ont pénétré dans la ville de Rafah, ça remonte au 7 mai dernier. Depuis, de nombreuses ONG comme Amnesty International s'inquiètent du sort des 1 500 000 personnes présentes sur place dans le sud de la bande de Gaza. Ça représente plusieurs villes comme Lyon, Toulouse et Nantes réunies. C'est immense. Actuellement, la Cour internationale de justice, David Cormand, ordonne à Israël de stopper immédiatement son offensive à Rafah et exige du Hamas la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Est-ce que la communauté internationale est d'accord avec ça, mais a-t-elle encore une latéralité pour intervenir? Elle devrait l'être. Et là, de ce point de vue, je trouve qu'un certain nombre d'États européens, et l'Union européenne elle-même d'ailleurs, a manqué de discernement en ne réclamant pas de façon plus claire un cessez-le-feu. Bien sûr, Israël avait le droit de se défendre, mais aujourd'hui, je crois plus qu'on puisse parler de défense. On parle de frappe sur des civils innocents par un véritable massacre. La Cour de justice internationale soupçonne même le risque d'un génocide. C'est la Cour de justice internationale qui utilise ce terme. Moi, je me contente de le reprendre, même si en soi il me choque pas. Mais là, c'est pas un avis politique, si vous voulez. C'est la Cour de justice internationale qui utilise ce terme, et donc il faut que ça cesse. Et il faut pour cela que la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, se mettent au diapason du droit international. Et se mettre au diapason du droit international, c'est d'envoyer des signaux extrêmement clairs à M. Netanyahou, à l'État israélien, pour qu'il cesse le massacre maintenant. Et c'est pour ça que vous êtes donc candidat pour... Entre autres, oui. pour les européennes. Merci David Cormand, député européen Les Verts, Alliance Libre Européenne. Vous êtes numéro 2 sur la liste écologiste de Marie Toussaint aux Européennes. Je rappelle le titre de votre dernier livre. Tant de cerveaux libérés, en finir avec la publicité. Eh bien nous, c'est pas de la pub qu'on va avoir tout de suite, ça va être de la musique. Europe 1 Soir Week-end se poursuit avec Slimane, mon amour.